le maire, monsieur le député, messieurs les rabbins de Toulouse, le souvenir de ma famille, que je n'ai pas connue personnellement, me hante depuis ma jeunesse, depuis que ma mère a commencé à m'en parler. Je ne situe pas bien l'époque quand ils sont arrivés. D'ailleurs, il y a eu à peu près 4 ou 5 familles, pas plus, et de juifs. Votre tante, elle allait à l'hôtel de l'âge et son mari allait travailler tous les jours à un petit atelier en face chez M. Broli, voilà, qui faisait des pentures pour des trépieds, des trépieds de la ferronnerie. Et votre oncle, justement, menait la petite tous les matins en classe de l'autre côté du foirail, là. Tous les matins, on voyait passer, comment s'appelait-elle déjà, votre petite nièce, Evelyne, qui était une jolie petite fille. J'ai l'impression que l'homme qui disait nous espérons beaucoup que cet enfant resté en France savait quelque chose. Normalement, vous auriez dit nous espérons beaucoup que l'enfant a pu rester avec ses parents. C'est normal qu'un enfant de 5 ans reste avec ses parents. Là, non. On se rappelle, quoi. Hein? On n'a pas perdu la mémoire, c'est déjà ça. Oui, malgré nos âges. Oui. Ah, moi, ça j'en ai toujours. Mais je me suis toujours rappelé de ça. Hein. C'est sûr que j'ai entendu raconter cette histoire et finalement, moi-même, je me demande par moments si cette gamine, je ne l'ai pas connue. Dans ma tête, elle est concrétisée. Ah ben sûrement. Tu étais petite, tu comprends, oui, quand elle est venue là. Ce que j'ai ressenti à moi, je revois toujours, je vous dis, une poupée,
une jolie petite fille. Et effectivement, ça avait une petite fille qui était très belle, très intelligente. Ma mère avait été surprise par l'intelligence de ses enfants. Oui, elle nous salue, elle part, on l'amenait à l'école là, tous les matins, on avait, mais là, vous savez, il y a 60 ans. On ne peut pas en parler. Mais quand même, on y pense. Justement, la dame, votre cousine, a été embauchée à l'hôtel, là. Elle était de ménage, enfin, elle était serveuse. Et le monsieur avait été embauché avec un de mes amis d'enfance qui habite à côté, qui est serrurier. Il avait l'air tout à fait dans les confidences. C'est dommage qu'il soit mort parce que moi, j'aurais pu en dire beaucoup plus long, mais moi, je n'étais pas là. Moi, je me rappelle donc votre tante, après avoir préparé la petite qui était toujours impeccable pour aller à l'école, partait à l'hôtel de l'âge en face pour aller faire son travail et rentrer à midi. Ainsi que votre oncle qui, je vous dis, travaillait dans une ferronnerie là juste en face. Alors, je vous présente ma sœur aînée, qui a baptisé sa fille Evelyne. Bonjour, enchantée. Votre cousine. Et votre cousine. Ben oui, vous voyez, 50 ans après, vous connaissez une Evelyne. En fait, ça t'avait frappé puisque tu étais jeune et Ce qui m'avait frappé, c'est la petite que 10 j'avais ans trouvée après. adorable, qui était très jolie, ce nom m'avait plu. Et puis si, j'avais vu la maman aussi, qui avait l'air de bien souffrir parce qu'elle ne savait pas où était son mari, quoi. Il ne savait rien. Il savait écrire à l'âge de 5 ans. Et là, elle a écrit pour ma tante Régine et cousin beaucoup baisé par Evelyne. Bon, ma tante Régine, c'est ma mère et cousin, c'est moi. Dernier souvenir. Elle est très fière d'écrire en français. Alors que sa tante parle donc allemand, elle ne comprend pas le français. Ça aussi, ça fait partie des choses très fortes. J'ai retrouvé le nom de cette petite fille, qui est donc la petite donc Evelyne, et sa maman qui s'appelait Rebecca, la fille du maire, de celui qui était maire d'Orient pendant la guerre, donc en 1942, vient me voir et me dit, en tant au titre donc d'archiviste, elle me dit, est-ce que vous pourriez faire quelques recherches, parce que mon père avait conservé des objets appartenant à une famille juive qui a été raflée pendant la guerre. Et donc, spontanément, je lui dis le nom. Elle me dit oui, effectivement, c'est ça. Elle est assez surprise que je connaisse le nom de la maman et sa petite fille. Et elle me dit, comment peut-on trouver des renseignements ? Donc, j'ai été sollicitée par Alain Coste des archives municipales de Riom par email. Donc, il s'est adressé au Centre de documentation juive contemporaine pour savoir si nous étions en mesure de le mettre en rapport avec des descendants ou des membres de la famille Laxer qui avaient été déportés en 1942. Dans le cadre de la rénovation et des travaux d'agrandissement du mémorial que nous menons, il va être réalisé un monument, un mur, sur lequel seront gravés les noms des 76 000 déportés et juifs de France. Donc il a été réalisé des formulaires d'inscription que les familles remplissent en disant voilà, je connais un tel ou un tel, son nom, son prénom, les informations le concernant, et il a été déporté à telle date. Donc, une fois qu'on dispose de cette information et qu'on a pu s'assurer qu'il s'agit bien de la famille Laxer que M. Coste est en train de rechercher, je suis allée voir dans les formulaires de demande d'inscription pour le mur des noms afin de voir si quelqu'un d'autre avait rempli des formulaires pour cette famille dans le convoi 28, puisque les formulaires sont classés par convoi. Et en parcourant les pages, j'ai pu constater donc qu'il y avait eu 3 formulaires de remplis, une pour Evelyne, une autre pour Jacob et une troisième pour Rebecca, avec les coordonnées de M. Wald, qui signalait donc son lien de parenté avec cette famille, à savoir qu'il s'agissait de sa tante, son oncle et de sa cousine.
À partir de là, donc, j'ai pu prendre contact avec M. Wald et lui demander son accord de transmettre les coordonnées à l'archiviste de la mairie de Rieux. Et j'ai eu une réponse très rapidement. Effectivement, le mémorial juif connaissait l'identité de ces personnes. Et un parent était encore en vie, qui par chance habitait donc à Paris. C'était donc monsieur Salomon Wald, avec qui on est entré en contact. Et voilà comment l'histoire s'est mise en route. J'ai ramené les objets, les quelques objets, les pauvres bijoux ou demi-bijoux que vous avez, dans le tissu que vous avez eu la gentillesse de garder, que votre père a reçu de ma tante Rebecca, et vous les avez gardés pendant 60 ans, jusqu'au moment où vous avez réussi à m'identifier par Lacoste, mais surtout par le mémorial du martyr juif inconnu à Paris. Vous avez surtout connu la petite fille, petite Évélie, vous avez connu sa maman aussi. Sa maman, qui, vous me dites, était une très belle femme. Ah, oui. Eh bien, votre parente travaillait dans le restaurant. Evelyne venait au repas en quittant l'école. Elle mangeait avant nous autres pour revenir à l'heure à l'école. Et voilà. Et Rebecca, vous l'appelez Rebecca? Ah oui, elle s'appelait Rebecca. Hein? Elle mangeait en même temps que nous, après les clients, avec les patrons, même table. Je connaissais la fameuse rafle qui s'était passée à Paris au mois de juillet 1942, mais en toute bonne foi, nous ignorions l'importance de la rafle du mois d'août, de la grande rafle qui s'est opérée le 26 août 1942. Il s'est opéré sur le sud-ouest. C'était un événement qui était totalement tombé que dans l'oubli. Je lis parfois les lettres que ma mère a gardées jusqu'à sa mort. J'ai trouvé 35 lettres que mon oncle et ma tante ont écrites des différents camps où ils ont été internés dans le sud de la France, à Saint-Cyprien, à Gurs, à Sept-Fonds. Et je vois surtout les toutes dernières lettres qui m'ont beaucoup bouleversé. Il y a 3 cartes qu'il a écrites du camp de Noé. Déroulement des événements qui ont mené à la mort terrible de ma famille apparaît au grand jour et peut être révélé après une longue, trop longue période de silence. Mon oncle Jacob était né dans une famille pieuse, famille de chassidim, vers 1900,
à Jagielnitsa, près de Tchortkov, dans la province orientale de l'Empire des Habsbourg. Dans les années 30, il épouse Rebecca. Il s'installe à Vienne, où est née la petite Évelyne, que ses parents appellent d'ailleurs Évélie, petite Ève en allemand. Expulsé d'Autriche par l'Anschluss avec le Troisième Reich, il fuit vers la Belgique, d'où ils sont chassés une deuxième fois quand les armées nazies envahissent le pays en 1940. Après de longues péripéties, il trouve refuge dans le sud-est de la France. Jacob est traîné d'un camp à l'autre, Gurs, Saint-Cyprien, Sept-Fonds, tandis que Rebecca et Évelyne trouvent refuge à Rieux dès 1940. Ils sont finalement réunis avec Jacob à Rieux en 1941, où ils trouvent pour la dernière fois dans leur vie, de temps en temps, un tout petit peu d'humanité et d'hospitalité. Seulement, comme vous disait Robert là, il n'était pas trop parleur, lui. Il ne parlait pas français. Et oui, mais enfin... Non, il parlait. Oui, votre oncle. Il ne parlait pas le français. Mais quand même, il nous faisait toujours un bonjour ou un signe de la main quand il rentrait, qu'il sortait de chez lui, là. C'est dans la nuit que quelqu'un, même qui dit si c'est les gendarmes ou je ne sais pas, mais nous l'avons su que le lendemain dans la journée. On a su qu'il y avait eu l'arrestation de... On a su qu'il y avait eu l'arrestation de nos voisins qui avaient, dans la nuit, qui étaient partis pour le camp de Noé, je pense. Et on est venu nous dire, on a emmené les gens de l'hôtel, il y a une camionnette qui s'est arrêtée, et les gens ont été emmenés. Bon. Et on recherche la petite fille qui devrait partir avec eux. Je me souviens de cette phrase, et j'étais chez une vieille tante qui habitait. On l'a trouvée, la petite Et Sylvain. certainement, on l'a cherchée, hein, parce qu'elle n'était pas avec eux au départ. Voilà, on l'a cherchée. C'est pour ça qu'on aurait pu faire quelque chose et la Voilà. cacher. Mais moi, je me souviens de ça. Il y a une camionnette qui emmène des gens à l'hôtel. Moi, j'étais petite, quoi. J'avais 11 ans. La police est venue les chercher. Voilà. C'était le mot courant. Voilà. Et puis c'est tout. Oui. Oui, il l'avait pressenti, puisqu'elle avait remis à M. Beria, qui était maire à Rieux Mais quand elle a été arrêtée, elle a fait. Et oui, elle lui a remis cette petite pochette avec quelques bijoux qu'elle avait, et que Madame Périssé a gardé précieusement et vous a remis. Ils ne s'attendaient surtout pas à ce que ce soit des gendarmes français dans un territoire où il n'y avait pas d'Allemands qui viennent les arrêter. C'est la première chose. D'ailleurs, la première forme de courage aurait été d'essayer de s'enfuir, protéger la famille, et pas de se battre avec les gendarmes pour tuer les gendarmes. Mais indépendamment de cela, les Juifs se sont battus. D'abord, les Juifs étaient très nombreux volontaires dans l'armée française en 1939. Ensuite, j'ai publié un ouvrage sur c'est le haut lieu de la résistance, du martyr de la résistance, qui est le Mont Valérien. Eh bien, au Mont Valérien, il y a eu 1007 fusillés, et pas du tout 4500 comme ça avait été officiellement dit en 60, ni 20 000 comme disaient les communistes. Il y a eu 1007 fusillés. Sur 1007 fusillés, il y a 179 juifs. Et le successeur de Jean Moulin était un juif. Et dans l'armée de la France libre, si on fait le compte des juifs dans les compagnons de la libération, ils sont fort nombreux.
je voudrais pleurer jour et nuit ceux qu'a vu succomber la fille de mon peuple. Je ne suis pas aussi ambitieux, je ne vais pas dire que ceux qui ont vu mon peuple, mais j'ai vu beaucoup de chez moi des gens succomber. Et vraiment, je peux dire que je pleure très souvent. C'est parce qu'on n'est pas obligé de pleurer avec des larmes. Mais on est très sensible à chaque fois. Quand je me retrouve ici, ça n'arrive pas souvent. Mais vraiment, je ressens quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Tout ce qui faisait partie du camp de Noé n'existe plus. La simple base qu'il y a, c'est le cimetière et les choses dans ma tête, le souvenir. Logiquement, pas logiquement, la vérité, c'est qu'il y avait une profondeur qui était 3 fois celle-ci, c'était rempli de baraques. Ça, c'était le camp libre qu'on appelait. Et l'îlot spécial, elle se trouvait sur la droite. C'était l'îlot spécial où on déportait les gens, en priorité. Ça n'empêche pas qu'on déportait les gens des autres baraques aussi. Je peux me souvenir de la détresse des gens. Certainement, si quelqu'un de survivant pourrait parler pareil de moi aussi, parce que de sa détresse, on ne se rappelle jamais. On voit la détresse des autres. Moi, fin 1943, j'ai eu une très grande chance. Avec un camarade David Bloom qui est décédé, que Dieu ait son âme maintenant. Les garçons, des gens de la résistance juive dont nous appartenions, ont préparé notre évasion. Et naturellement, c'est très difficile à savoir exactement l'endroit. Je me situe à peu près le cimetière à ma droite et les baraques devaient être sur ma gauche. On a réussi à sortir une évasion. On est passé par le cimetière, on avait comme point de repère, on avait le château d'eau. Au château d'eau, il y avait celui qui avait organisé cette évasion, Léon Nissan, qui est toujours vivant aujourd'hui, qui habite Mulhouse. Il avait une bicyclette, il fallait faire 3 kilomètres du château d'eau à l'hôtel où on nous attendait. On est monté un devant et un derrière et on est parti à 3 sur le vélo. Et nous sommes arrivés. Il y avait 2 filles de liaison qui nous attendaient et on a passé la nuit dans le coin. Et le lendemain matin, on a pris le train pour rentrer à Toulouse et on est sorti à la gare Sainte-Agne où malheureusement, quelques mois plus tôt, notre regretté Marcel Langer s'est fait arrêter avec une valise de dynamite et a été guillotiné. Et après, j'ai rejoint les maquis de la Montagne Noire. Et c'est peut-être grâce à ça que je peux aujourd'hui raconter ce que j'ai vécu. Les camps du sud de la France ont toujours été sous l'autorité du gouvernement de Vichy. La participation française à la solution finale, elle est marquée par la poignée de main entre le chef de la SS Heydrich et Bousquet, ici en France. Et ils vont planifier la déportation à partir des camps et également des rafles qui vont avoir lieu au mois d'août 1942 dans la zone occupée et dans la zone non occupée. Début du mois d'août 1942, c'est la déportation à partir des camps de Noé et du Recébédou. Et les œuvres de secours qui étaient présentes et qui ont accompagné les déportés ont écrit un rapport qui a été transmis à Monseigneur Saliège. Et c'est à partir de ce rapport que Monseigneur Saliège a fait lire en chair sa lettre sur la personne humaine. Dans notre diocèse, des scènes d'épouvante ont eu lieu dans les camps de Noé et dans les camps de Recébédou.
Il y a eu la rafle, on le sait, du 16 juillet 1942 à Paris, et dans la zone non occupée, c'est le 26 août 1942, dans toute la zone sud, qu'il y a une grande rafle avec une accélération des déportations à partir des camps. Le voici dans l'itinérant diplôme. Monsieur Hébert. Monsieur. Agitiur, bonne année, Shana Tova. Et quand vous m'avez parlé de votre oncle, il est évident que je ne me souvenais pas plus de son nom. Mais dès lors que j'ai vu la photo, je dis oui, je l'ai connu au camp. Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'il m'appelait par un diminutif de Paul, tel qu'on m'appelait à la maison, Poli. Ce qui m'est revenu à l'esprit, et je me dis, mais comment se fait-il qu'un homme que je ne connaissais pas, pourquoi m'a-t-il appelé Poli? Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit. Vous m'avez demandé quelle était son adresse à Vienne. Où avait-il habité? Où habitait-il à Vienne? Et vous m'avez dit, il habitait en fait dans mon immeuble. Et je me souviens. Salzerstrasse 2. Et je me souviens de votre oncle revenant de ses promenades dans la forêt viennoise avec ses grosses chaussures de marche. Et il montait l'escalier, il n'y avait pas d'ascenseur dans notre immeuble, car il habitait à 2 étages au-dessus de nous, et il montait en revenant de ses promenades. Il a dû connaître vos parents, c'est comme ça qu'il vous a vu, et vous appelez Paul. Il me connaissait bien. Et je me souviens donc des circonstances où on partageait à 5 les pains que nous recevions pour notre ration journalière. Et donc, en fait, ça s'est passé c'était toujours une opération très difficile parce que chacun avait peur que sa ration était plus petite ou plus grande. Alors, donc, il valait mieux que ce soit entre des personnes qui se connaissaient. Et c'était le cas, et donc avec moi et votre oncle, et je me souviens donc parfaitement avoir partagé donc ces pains avec lui, et d'avoir parlé avec lui de son impression au retour du travail, espérant que cette vie naturelle, cette vie dans la nature, malgré les froids, malgré les conditions épouvantables, eh bien, il était optimiste. Il pensait qu'il survivra.
une fois qu'on était avec le groupe des gens aptes au travail, eh bien, on a été conduit d'un camp à l'autre. Le camp de Tarnowitz a duré, en fait, je suis resté comme lui pendant 6 mois dans les camps, et de là, on nous a ensuite envoyés dans un autre camp parce qu'ils ne voulaient pas que nous restions au-delà de 6 mois dans un même endroit avec des ouvriers de l'extérieur, avec les civils en quelque sorte avec lesquels nous avions auraient pu établir un contact personnel. Et nous sommes partis dans un autre camp, et là, à partir de là, j'ai perdu de vue. Il est marqué Laxer, Jacob, polonais, du camp de Noé, départ du 4 septembre, Rieux. Laxer, Rebecca, née Blum, 8 septembre 1909 à Biala, allemande, Rieux, il y a marqué Rieux, F. La même chose, c'est la même personne qui a écrit. Evelyne, 13-4-37, Vienne. Allemande, Rieuf aussi. Noé, 4 septembre. Voilà. Le thème des dernières cartes est la lutte désespérée pour trouver comment laisser la fille en France. C'est ce qui a été interdit par la circulaire du 18 août, et jusque là, qui interdisait à 5 ans, qui limitait à 5 ans, qui limitait à 2 ans au lieu de 5 ans. À 5 ans, elle avait une chance à 5 ans. Elle était née à quel elle avait 5 ans au mois de mai 42. Oui, ils auraient pu la laisser. Il y a eu des gens à Rieux qui voulaient l'adopter et la gendarmerie l'a interdit. J'ai toujours pensé que, en voyant mon mémorial que j'ai publié il y a plus de 20 ans, que je pourrais taper n'importe quel nom et on peut, au hasard, et on peut écrire un livre quasiment sur chaque personne qui se trouve dans ce mémorial. C'est comme s'il y avait une sorte de zoom qui pouvait agrandir. Mais c'est vrai que j'ai publié des livres sur certains enfants qui ont laissé des dessins, qui ont laissé des lettres. C'est ce que j'ai toujours pensé depuis le début, c'est qu'il faut individualiser la Shoah, la tragédie, et que ça permet d'abord de s'identifier aux victimes, et puis chaque victime a droit à ce qu'on se souvienne d'elle. Donc ce n'est pas une statistique, et cela méritait, moi, qu'il y ait des statistiques. Je préparais le procès des criminels qui avaient déporté les Juifs de France, et je ne voulais pas qu'on reste avec une statistique en face d'êtres vivants qui étaient les criminels, parce qu'on s'intéresse beaucoup plus aux criminels qu'aux victimes. Et donc, j'ai pensé qu'il fallait 1 + 1 + 1 + 1, il fallait montrer cela. C'est grâce à ce travail qu'on a pu identifier que cette famille a été arrêtée à un certain moment, a été déportée, et qu'il y a encore un cousin vivant, qui est moi, seul membre de la famille qui vit encore. Donc je vous remercie pour ce que vous avez fait pour les vivants, hélas pour les morts. Pour les morts surtout. Pour le souvenir. Pour le souvenir, oui. Au jour du nouvel an, ils seront inscrits. Et au jour de Kippour, il sera scellé. Combien trépasseront et combien naîtront? Qui vivra et qui mourra? Qui à la fin de son temps et qui avant son temps? Qui par le feu et qui par l'eau? Qui par l'épée et qui par la faim? Qui par la tempête et qui par la peste? C'est à cela que Jacob a dû penser quand il montait dans le train de déportation, quand il aidait
sa petite Évelyne de Monté. Ils sont donc morts pendant ces jours où le sort des hommes se décide. Ils sont morts avant leur temps par le feu et le gaz. Jacob, Rebecca et Évelyne n'ont pas de tombe sur terre. Leur tombe est le ciel bleu de Pologne, où ils sont montés dans la fumée des crématoires avec des millions de leurs coreligionnaires. Mais grâce à vous, mes amis de Riom, grâce à vous, ils ont finalement récupéré une petite tombe sur terre. Elle est là. La plaque que vous avez bien voulu leur dédicacer, vous avez fait cela de votre propre initiative, inspiré par votre propre conscience. Et permettez-moi de vous dire que la conscience et surtout la mauvaise conscience font partie de la noblesse de l'homme. Inspiré aussi par votre soif de justice et de vérité. Fogiel, Liba, Frankenstein, Fritz, Frank, Lieselette, Futterhandler, Rosa, Futterhandler, Sarah, Cabellis, Wolf, Cast, Escipia, Goldberg, Charlot, Goldenberg, Elisa, Goldman, Ita, Kodvieb, Jacob, Kodvieb, Miska, Grozan, Fradel. Les plus anciens ici se souviennent de cet été et de cet automne 42, où, à partir de la rave du Veldiv ensuite, et pendant le mois d'août et les mois de septembre, dans la zone libre, dans notre région, des convois transportaient leurs cargaisons humaines vers Drancy puis vers Auschwitz, et bien 60 ans après, voilà où nous en sommes à nouveau malheureusement réduits. Nous sommes en France, après que Jacques Chirac ait reconnu la culpabilité de l'État français, eh bien, ce même État français d'une certaine manière, parce que les juges qui jugent le font au nom du peuple de France, eh bien, décident de remettre en liberté celui qui a été reconnu coupable de ces crimes. Alors rappelons aujourd'hui, comme nous l'avons fait depuis tout à l'heure, la mémoire de Monseigneur Saliège, mais rappeler sa mémoire, c'est rappeler son courage et rappeler ce que fut sa déclaration. Mes très chers frères, il y a une morale chrétienne, il y a une morale humaine qui impose des devoirs et reconnaît des droits. Ces devoirs et ces droits tiennent à la nature de l'homme, ils viennent de Dieu. On peut les violer, mais de pouvoir d'aucun mortel de les supprimer. Que des enfants, des femmes, des hommes, des pères et mères soient traités comme un vil troupeau. Que le membre d'une famille
soient séparés les uns les autres et embarqués pour une destination inconnue. Il était réservé à notre temps de voir ce triste spectacle. Pourquoi le droit d'asile dans nos églises n'existe-t-il plus? Pourquoi sommes-nous des incultes? Dans notre diocèse, des scènes d'épouvante ont eu lieu. Dans les camps de Noé et de Récébédou. Les Juifs sont des hommes. Les Juives sont des femmes. Les étrangers sont des hommes. Les étrangères sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de famille. Ils font partie du genre humain. Ils sont nos frères comme tant d'autres. Un chrétien ne peut l'oublier.